Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 août 2026 et nos chers amis, le colonel Wilkerson et Larry Johnson, sont avec nous. Bon retour parmi nous. D'accord. Attendez une seconde, on est jeudi 7 août. Non, c'est vendredi, d'accord, c'est vendredi. Homme, Merci. Vous êtes dans une distorsion temporelle. Alex Revising. c'est parce qu'on parlait beaucoup avant de passer en direct. Et c'est le genre d'erreur que nous, les vieux, on est censé faire. Allez, Oui, on est vendredi, les amis. Pour tous ceux qui nous écoutent, nous sommes le vendredi 7 août. Et laissez-moi commencer avec vous, colonel, par ce qui se passe en Asie occidentale. Un nouveau pacte de défense est en préparation. Vous savez, la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite ont signé un nouveau pacte de défense. Cela signifie qu'une attaque contre l'un d'eux sera considérée comme une attaque contre tous. C'est ce qui a été dit. Mais Erdogan a déclaré qu'il s'agirait d'une sorte d'accord fondé sur la dissuasion collective, qui contribuera à faire avancer notre coopération en matière de sécurité et de défense, à développer des projets communs dans l'industrie de la défense et à lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'Erdogan a mentionné. Voici donc la question, colonel. Selon vous, pourquoi cela est-il nécessaire pour l'Arabie saoudite? Nous savons que l'Arabie saoudite, d'une certaine manière, pousse pour cela, ou le demande, à mon avis. Je ne sais pas quelle est votre perception et quelles seront les conséquences pour la région, compte tenu de la guerre en cours en Asie occidentale. Eh bien, je dirais d'emblée que cela exprime l'inquiétude générale de MBS et de la famille royale face au désintérêt croissant des États-Unis d'Amérique pour leur sécurité. Mais quand vous avez dit ça et que vous avez parlé d'un article 5, la première pensée qui m'est venue, c'est bon, disons qu'on aggrave encore davantage le fiasco dans lequel on s'est déjà mis et que l'Iran passe effectivement à des cibles de 2e, 3e, voire 4e rang, dont je sais qu'il en a probablement dans ses ordinateurs, pour ainsi dire. Je veux simplement voir ce que feront la Turquie et le Pakistan si ces cibles se trouvent en Arabie saoudite, ce dont je soupçonne que plusieurs d'entre elles le sont. Que vont-ils faire? Vont-ils faire en sorte que nos remarques prophétiques sur une propagation très rapide et profonde deviennent réalité? Vont-ils s'engager dans la guerre contre l'Iran aux côtés de l'Arabie saoudite? Et au bout du compte de nous et d'Israël? Mais j'attends de voir la suite. Oui, Larry, allez-y. D'après ce que vous en comprenez, qu'en pensez-vous? eh bien, quand vous allez signer un pacte de défense, vous devez vous poser la question, contre qui vous attendez-vous à devoir vous battre? On a déjà vu les Houthis lancer des attaques à l'intérieur de l'Arabie saoudite qui, selon les termes de cet accord, seraient considérées comme une attaque contre l'Arabie saoudite. Donc, comme une attaque contre la Turquie et le Pakistan. Mais on a déjà vu qu'un accord de ce type existe entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Et pourtant, après les attaques des Houthis, les Pakistanais ne sont pas intervenus pour menacer les Houthis. Donc je soupçonne que cet accord vise Israël. Et donc, vous savez, je serais curieux de voir comment la presse hébraïque réagit à ça. Parce que créer ce genre d'alliance, c'est, au moins sur le papier, quelque chose qui, vous savez, si vous êtes un planificateur militaire en Israël, devrait vraiment vous inquiéter. Mais vous savez, Erdogan qui signe quelque chose, ce n'est qu'un moulin à paroles. Il va tenir un discours musclé, mais tant qu'il gagne de l'argent avec le pétrole qu'il vend à Israël, il ne fera rien pour perturber cet arrangement. Le Pakistan se voit lui-même, et je dis ça à cause de certains renseignements qui sont partagés avec Pépé et moi, les Pakistanais ont vraiment une vision gonflée d'eux-mêmes. Ils se voient comme une puissance mondiale émergente, désormais.
Nous voilà en train de pouvoir jouer dans la cour des grands, sur l'échiquier. Et pourtant, sur le plan intérieur, les Pakistanais ont de vrais problèmes. Et vous savez, dans ce contexte, disons que l'Iran lance une attaque contre la base aérienne Prince Sultan, parce que cette base est utilisée pour mener des frappes contre l'Iran. Est-ce que cela activerait ce traité? Parce que la dernière chose que ferait le Pakistan, ce serait d'attaquer l'Iran. Étant donné le nombre majoritaire, ou du moins considérable, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait une majorité, mais ça pourrait l'être, de musulmans chiites au Pakistan qui soutiennent fortement l'Iran et ne lui sont pas hostiles. Donc je pense que, comme l'a dit le colonel Wilkerson, cela vise probablement davantage les États-Unis. C'est une façon de dire, vous savez, nous n'avons plus à téter votre mamelle arrière. Oui, Colonel, si vous aviez parlé de ce genre de pacte dans la région avant le début de la guerre, cela aurait semblé quelque peu illusoire. Pourquoi ont-ils besoin de faire cela? Ils ont les bases américaines sur place. L'Arabie saoudite n'a pas besoin d'aller aussi loin. Mais aujourd'hui, quand cela se produit, ça signifie quelque chose pour la région. Cela veut dire que la région essaie de se redéfinir. Dans cette redéfinition, selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour les gouvernements de la région? ce n'est pas comme si cela ne s'était jamais produit auparavant, Nima. Et cela a même impliqué la Turquie. Rappelez-vous ce différend entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Les Turcs avaient effectivement envoyé des troupes au Qatar, si je me souviens bien. Et cela a fini par être résolu. Et je pense que les troupes sont reparties chez elles. J'imagine que oui maintenant, puisque le Qatar a lui aussi été frappé. Donc ce n'est pas comme si c'était nouveau. Et nous avions d'importantes discussions en cours, nous, c'est-à-dire le Pentagone, sur un nouvel dispositif de sécurité dans le Golfe et sur ce à quoi il pourrait ressembler. Il y avait plusieurs propositions. Le Conseil de coopération du Golfe était, je pense, reconnu par ceux qui avaient un cerveau au Pentagone. Et je le précise ainsi parce que je ne suis plus sûr qu'il y ait encore quelqu'un au Pentagone qui ait un cerveau. Ils ont tous été écartés. Mais n'importe qui ayant un peu de bon sens pouvait voir que le CCG était, au mieux, laxiste et au pire, carrément nuisible. Il y avait donc un vrai travail en cours. Comment concevoir une nouvelle architecture de sécurité pour la région? Cette guerre de choix que Trump a déclenchée, j'imagine, si quelque chose était encore en cours, a tout fait voler en éclats. Et tout le monde essaye probablement de comprendre comment tout cela va se stabiliser et quel sera le rôle des États-Unis si cela se stabilise d'une manière hostile au maintien de leur présence. Je veux dire, à leur place, ou si j'étais l'un des 6 ou des 5 membres de l'état-major interarmé, je me poserais sérieusement la première question, est-ce qu'on sera encore là? Et ma réponse serait, du moins hypothétiquement, et de façon de plus en plus concrète, non. Alors que voulons-nous là-bas, si nous n'y sommes pas, qui soit favorable à nos intérêts et plus ou moins conforme à ces intérêts, et sur quoi nous pourrions peut-être exercer une influence de temps à autre par un équilibrage au large, comme on disait autrefois. Même si je ne suis pas certain qu'il reste beaucoup de vigueur à cette stratégie, après ce que Bradley Cooper a fait des forces navales désormais engagées dans cette campagne. Hier, on me décrivait l'état des marins sur l'un des porte-avions. Je ne sais pas exactement lequel. Je crois que c'était le Lincoln. Mais c'est lamentable. Ils n'ont pas assez d'eau à boire, ils n'ont pas assez de nourriture à manger. Ils sont tout simplement misérables sur ce navire, ce qui témoigne de l'attention que les officiers de guerre de surface de la marine accordent à leurs troupes, si vous voulez. Donc vous savez, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je sais qu'une réflexion stratégique solide
et même une réflexion opérationnelle est actuellement envisagée. Quel type d'arrangement devrait nous remplacer? Ou avec quoi serions-nous à l'aise en matière de sécurité dans la région si nous parvenons à sortir de ce désastre créé par Trump? Parce que je ne pense pas qu'on puisse simplement dire « bon, on s'en va » et passer à autre chose. Je pense qu'il nous faut quelque chose sur place, pas très différent de ce que nous avions avant, quand nous avions le Shah et quand nous avions Saddam pour faire contrepoids au Shah, et ainsi de suite. Cela ne peut en aucun cas ressembler à ce que c'était autrefois, en termes d'engagement américain. Et aucune troupe au sol. Point final. Il n'y aurait aucune troupe au sol. En fait, je ne parle même pas forcément de troupes combattantes. Je parle de toute présence, des entreprises et d'autres encore, du moins au début. Je suis sûr que les sous-traitants y retourneront quand les Saoudiens auront besoin de ceci ou de cela, ou peu importe, s'il nous reste quoi que ce soit qui ressemble encore au Golfe d'avant la guerre de Trump. Mais il faut décider de ce qu'on va faire. Et quelqu'un doit réfléchir à ça. On ne peut pas tous être des Hegseth ou des Trump et être assez stupide pour ne même pas penser à demain et après-demain. Et il faut être réaliste. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Permettez-moi de revenir là-dessus, en particulier sur les conditions dans la marine, pour les marins comme pour les marines. Il y a environ 2 semaines, j'ai commencé à recevoir des emails d'une mère en colère, vraiment furieuse. Elle m'envoyait des messages et elle disait « Écoutez, je crois qu'elle avait parlé à cette journaliste de USA Today. Cette journaliste avait écrit un article en avril. Or, le titre donné à l'article par les rédacteurs, c'était en gros « Le gouvernement américain suspend les livraisons de courriers aux marins et aux marines à bord des navires. » Mais ce qui est enfoui dans cet article, c'est surtout la question de la nourriture dégueulasse. Je veux dire, on parle... Vous savez, il ne s'agit pas de vouloir vivre une expérience de grande gastronomie à bord d'un navire, mais au moins d'avoir quelque chose de comestible. Et cette mère m'envoyait les messages qu'elle avait échangés avec son fils. Elle m'a dit qu'il avait perdu près de 14 kilos. Et elle m'a envoyé une photo de l'enfant quand il est rentré. Vous savez, il était émacié. Alors je me suis dit, bon, c'est une mère. Eh bien, le week-end dernier, j'étais à Chattanooga, dans le Tennessee, à la conférence Robert Barnes. Il y avait différentes séances où les gens pouvaient venir, vous rencontrer et discuter avec vous. Alors j'ai commencé à parler avec les gens. Une femme est venue me voir et nous avons commencé à discuter. Et d'une manière ou d'une autre, elle a mentionné au passage que son fils, qui est dans les marines, le fils de l'autre dame était marin, et ce marin était à bord du Tripoli. Et cette mère, d'une manière ou d'une autre, a dit que son fils venait tout juste de rentrer de déploiement. Et je lui ai dit, où était-il? Oh, vous savez, c'était sur le Boxer, je crois. Et je lui ai dit, eh bien, j'ai entendu dire que la situation alimentaire n'était pas bonne. Elle m'a répondu, laissez-moi vous dire. Encore une mère en colère. Et c'était la même chose, la même histoire que celle que m'avait racontée cette autre femme. Elle ne se connaissait pas. Alors, quelle a été la réponse de Hegseth à ça? Il a fait tout un numéro, il y a 1 mois ou 2, en allant sur l'un des navires et en mangeant aux messes des officiers. Donc vous voyez, la nourriture va très bien. Ben, sans déconner. Quand les officiers mangent en premier et qu'ils ne sont pas aux messes avec les marins et les marines, oui, ils ont droit à un autre niveau de service. Et ça va à l'encontre de tout ce que m'a enseigné mon mentor et cher ami, aujourd'hui décédé, Dick Gannon. Dick était colonel dans les marines. Il avait commandé le 5e régiment de marine et en fait, il avait aidé à mettre en place la sécurité diplomatique au département d'État. Mais ça, c'est une autre histoire. Franchement, il m'a vraiment inculqué ça, parce qu'il était mon patron, j'étais son seul employé. D'accord. J'étais donc littéralement assis en face de lui, de l'autre côté du bureau.
Chaque matin, mon devoir était de lui apporter un donut au chocolat. Mais il m'a appris que les officiers mangent en dernier. Vous avez la responsabilité de prendre soin de ceux qui sont sous votre commandement. Et franchement, la génération actuelle d'officiers à bord de ce navire, officiers de marine comme des marines, ne fait pas son travail. Et cela se reflète tout en haut de la chaîne de commandement, jusqu'au sommet, jusqu'à Donald Trump. Juste pour ajouter à ce que vous disiez, Nima, mon expérience, après quelques 40 ans de travail dans l'armée et 12 ans de travail direct avec la marine et le corps des marines, c'est que, parmi toutes les armes, celle qui s'occupe le plus mal de ces hommes du rang, de ces officiers mariniers, et ainsi de suite, c'est la marine. Et les pires dans ce domaine, vraiment les pires, ce sont les officiers de guerre de surface, exactement comme Larry l'a décrit. Ils sont terribles, terribles. Ce sont parmi les pires chefs et ceux qui sapent le plus le moral des troupes dans les forces armées. Et on le voit se refléter en ce moment même. Les marines, j'ai beaucoup d'expérience avec eux. Vous savez, 12 ans avec le corps des marines. Ils sont un peu différents. Ils ont davantage l'état d'esprit de l'armée de terre, manger en dernier, et ainsi de suite. Mais de temps en temps, on tombe aussi sur l'un d'eux qui est particulièrement borné. Mais la marine arrive largement en tête pour ce qui est du mépris total. On disait autrefois que la marine ne sait même pas qu'elle a une côte. Vous êtes sur ce navire et vous êtes un esclave. Ils ne savent même pas qu'ils ont une côte. Il n'y a pas de morale à terre. Le moral est en mer. Et vous devriez avoir le moral parce que vous vous êtes engagé dans la marine pour voir le monde. Et regardez, vous voyez le monde. C'est leur attitude. Et vous savez, je ne dis pas ça pour dénigrer la marine. Je le dis pour dire la vérité. La marine est le pire des corps d'armée quand il s'agit de s'occuper de ses militaires du rang et de ses sous-officiers. Très souvent. Même si, lorsqu'ils montent en grade, ils ont tendance à se rapprocher des officiers de carrière, et à ne plus tellement s'intéresser aux marins non plus. C'est simplement la nature de la bête. Oui. Larry, pensez-vous que le nouvel accord entre... Il semble qu'il soit en train de le rédiger, du moins que le premier projet va bientôt être rendu public. Entre l'Iran et Oman, comment cela va-t-il faciliter la démarche de l'administration Trump pour, vous savez, mettre fin, d'une manière ou d'une autre, à la guerre active entre les deux parties, l'Iran et les États-Unis? Avant de vous donner la parole, voici ce qu'a déclaré Scott Bessent hier seulement. Le trésorier du magasin à prix unique. Voici ce qu'au ça. Nous avons eu Epic Fury, qui était le volet militaire. Au Trésor, nous avons mené Economic Fury. Ce dont on parle peu, c'est que sur le plan militaire, l'armée de l'air est anéantie, la marine est anéantie, et une grande partie de leurs missiles l'est aussi. Plus important encore, leur production de missiles. Sur le plan économique, nous les tenons à la gorge. Ils ont une inflation alimentaire de 150 à 180% et ne sont pas en mesure de payer leurs troupes. Donc je pense que très bientôt, peut-être même aujourd'hui ou demain, nous allons voir un accord, un cessez-le-feu de 30 ou 60 jours et le détroit sera ouvert. Les prix de l'énergie devraient baisser. Oui. Il Il est délirant. Enfin, bon Dieu. Regardez aussi cet aveu sur les prix alimentaires. Quel genre de guerre menons-nous ici? Moi, je sais quel genre de guerre nous menons. Nous tuons tout ce qui est à notre portée, nous affamons les gens et tout le reste. Ce que nous faisons est horrible. Vraiment. Eh bien, écoutez, il y a eu un changement dans la politique de l'administration Trump. J'ai reçu un autre indicateur, comme je l'appelle. La cellule de crise du renseignement au CENTCOM
a été désactivé. Alors laissez-moi essayer d'expliquer ce que ça signifie. Avant le début de la guerre, le 28 février, au quartier général du Central Command, ici à la base aérienne MacDill, juste au nord de chez moi, ils avaient mis en place une cellule d'action de crise. Et pour le renseignement, vous avez à la fois la section renseignement, le J2, et puis en réalité, le volet opération. Quand vous mettez en place ce genre de dispositif, la fonction renseignement sert à fournir des indicateurs d'alerte sur les menaces émergentes, et ainsi de suite, mais aussi des informations sur les cibles et les activités de l'autre camp. Le fait qu'il l'ait désactivé maintenant, qu'il l'ait arrêté, un ami m'a envoyé un message. Il m'a dit que l'un de ses copains allait avoir son premier week-end de 4 jours depuis le 20 février. Voilà, un type qui travaille, vous savez, 12 heures de service, 12 heures de repos, depuis 6 mois. C'est tout simplement incroyable. Donc les États-Unis ne sont pas en train de se mettre en posture, n'est-ce pas? On ne voit pas les mouvements qu'on devrait observer du côté de la planification et du renseignement, ceux qui indiqueraient une action militaire imminente des États-Unis. Alors il faut prendre du recul et se demander, d'accord, qu'est-ce qui a effrayé Trump et Bessent? Qu'est-ce qui les a fait reculer? Est-ce la pénurie d'armes? Peut-être. Est-ce la crise économique qui s'est développée avec le Japon, où Bessent a dû en gros vendre toutes les réserves américaines de devises européennes pour sauver... Vous savez, c'était juste une mesure à court terme pour tenter de sauver le Japon. Mais ça ne durera pas. Quoi qu'il en soit, quelque chose a poussé les États-Unis à modifier leurs priorités opérationnelles. Et Trump ne... Vous savez, il n'envoie pas de tweets. Bon, dès que je dis ça, il va me faire mentir. Mais on ne le voit pas publier sur Truth Social, un jour sur deux, des messages menaçant d'anéantir la civilisation en Iran. Donc je pense que les États-Unis essayent maintenant sérieusement de désengager l'Iran, de sortir de tout ça et de remettre en circulation le pétrole et les autres matières premières, ou au moins de créer les conditions pour que les navires puissent entrer et sortir. Même si les navires peuvent entrer et sortir, et j'en ai parlé hier soir sur Sonar 21, les infrastructures pétrolières et gazières de toute la région ont subi tellement de dégâts structurels qu'il faudra peut-être non seulement des mois, mais des années avant que certaines soient réparées. En particulier dans les champs gaziers du Qatar, à Ras Laffan. Donc voilà. Nous sommes dans une situation économique très très grave. Et c'est peut-être l'une des raisons qui pousse Trump à faire ça. Et j'ajoute juste ceci, Nima. Hier, j'ai aussi entendu que les commandants de combat, en particulier Alexus Grinkowicz en Europe, étaient de nouveau intervenus auprès du président sur l'épuisement des munitions. Il y a maintenant une liste complète qui indique exactement où nous en sommes dans chacun des commandements de combat, l'Africom, l'EUCOM et surtout l'Indopacom. Elle examine aussi le calendrier nécessaire et le coût. Et les coûts les ont stupéfiés, parce qu'ils pensaient que tout cela était déjà couvert par tous ces budgets supplémentaires que Hegseth demandait, sans vraiment savoir pourquoi il le faisait, je pense. Et le Congrès a accordé des fonds et continuera apparemment d'en accorder dans la nouvelle loi d'autorisation de la défense nationale. Ça ne suffira pas à couvrir les besoins. Évidemment, cela suppose que Lockheed, Airtakes, Grumman, Boeing et tous les autres vont encore facturer des sommes exorbitantes, ce dont je vous assure qu'ils ne se priveront pas. Mais enfin, ils examinaient la situation de manière réaliste, du point de vue des commandants combattants, et non depuis cette perspective hagiographique, incroyable et exprimée avec ignorance que Bessent et Hegseth avancent en permanence. Et ils s'inquiètent très sérieusement de leur capacité à agir, pas seulement au cours des 6 prochains mois, mais sur les 5 prochaines années. Et c'est grave.
Et apparemment, ça a fini par parvenir jusqu'à Trump. Oui, et en plus de ça, en faisant des recherches là-dessus, je suis tombé sur une statistique qui m'a choqué. 78% des armes, disons des systèmes d'armes avancés, ceux qui sont guidés avec précision, etc., dépendent de 5 terres rares, minéraux et métaux qui viennent de Chine et que la Chine contrôle essentiellement. L'un d'eux, c'est le gallium. Un autre, c'est le tungstène. 78% de la chaîne d'approvisionnement est contrôlée par la Chine. Eh bien, si nous entrons en conflit, la Chine, non seulement elle nous a déjà coupé l'accès. C'est aussi quelque chose que je pense les gens ne comprennent pas ou ne réalisent pas. La Chine nous a déjà privés de certaines fournitures dont nous avons besoin pour mener ces guerres insensées. Et ça a été, je pense, un choc total pour le Pentagone. Et vous savez, quand le Washington Post a rapporté que Trump criait sur Hegseth en le tenant pour responsable, Hegseth a répondu « Non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute des Juifs. » Vous savez Feinberg? Il a rejeté la faute sur Feinberg. Oui, c'est le Juif, vous savez. Moi, je pensais, franchement, je crois que Hegseth est injustement tenu pour responsable. C'est un abruti, c'est un idiot, il est dépassé. Mais ce n'est pas lui qui a conçu ce système en disant « Hey, construisons ces armes-là en particulier et assurons-nous que leur approvisionnement dépende d'importations venant de Chine. » Ça date d'avant Hegseth. Bon sang, ça date même d'avant Trump. Mais maintenant, on a ce problème et il ne va pas disparaître. Parti tout ça, Chunley va lui enlever ce sourire suffisant du visage, abaissant. Oui, oui. Yes. Voici ce que Donald Trump a publié 2 fois au cours des dernières 24 heures. Et voici ce qu'il dit. À lire absolument. Merci à James J. Et voici le titre de l'article. Donald Trump a gagné la guerre contre l'Iran. L'article explique comment il a gagné. Et lui, Donald Trump, enfin, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Vous savez, le fait de le partager 2 fois et d'insister sur le fait qu'il a gagné la guerre. Cherche-t-il, selon vous, une sorte de porte de sortie? Ou bien cette porte de sortie est-elle là, à sa portée, selon vous? Vous me parlez? Oui. Eh bien, les dernières phrases étaient les plus mignonnes. Elles sont absolument adorables. En substance, ça dit, si vous lisez attentivement ces mots, je crois, je me rends, je me rends. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce que je dis en ce moment, ce qui est impossible, devienne réalité dans son ensemble, ou au moins en partie, d'une manière qui me permette de mentir à ce sujet et de faire avaler ça au peuple américain. C'est vraiment ce qu'il dit. Et vous savez, j'espère qu'il a raison. J'espère que nous avons traversé l'obscurité et aperçu une sorte de lumière qui dit « Il faut arrêter ça ». Et peu importe comment on s'y prend, dites-moi simplement quoi dire, et je le dirai, et nous arrêterons ça. Le grain de sable dans tout ça, c'est le type qui voit tout, qui sait tout, et qui va faire dérailler l'ensemble. Il vit à Jérusalem, ou quelque part dans les environs. Bibi Netanyahou travaille d'arrache-pied sur plusieurs dossiers qui vont faire dérailler tout ça, à moins que Trump ne soit prêt à lui imposer son autorité. Le premier, c'est cette fondation humanitaire pour Gaza. Il a renversé tout ce qui avait été décidé par ces gros bonnets qui ont donné tout l'argent et tout le reste. Il a tout retourné et il sait qu'il l'a fait. Il a fait dépendre tout cela de ce que le Hamas dit qu'il fera et accepte de faire concernant, en gros, le désarmement. Et eux ont dit, absolument pas. Ils ne veulent rien avoir à faire avec votre accord. On s'en va d'ici. On continuera la guerre comme on pourra. On ne va pas faire ça. Il savait que ça allait arriver. Il le savait très bien, parce que maintenant il va simplement continuer à tuer des gens. Qu'est-ce qu'il fait au Liban? C'est la même chose. En ce moment, il se positionne et il a déjà commencé à se déplacer dans une certaine mesure.
D'ailleurs, Aoun a dit quelque chose à ce sujet l'autre jour. 2 ou 3 personnes en Italie en ont parlé aussi. Pourquoi fait-il ça? Il déplace des forces et il a recommencé à tuer des gens. Il a recommencé à recourir à des actions militaires au nord de la ligne, où à l'heure actuelle, il est censé être stabilisé au Liban. C'est une recette pour pousser l'Iran à faire quelque chose contre Israël. C'est ce qu'il essaie d'inciter, j'en suis sûr. Tout ça pour dire, et il y aurait encore beaucoup à dire, que Bibi est celui qui gâche la fête ici. De plus en plus, il va s'en mêler et s'assurer que cette guerre contre son principal ennemi, celle dont il a promis au peuple israélien et à la population juive en particulier, qu'il la gagnerait et les débarrasserait de leurs plus grandes menaces dans la région selon Bibi, ait bien lieu. Or, ça ne s'est pas produit. En fait, c'est l'inverse qui semble se dessiner. Il doit faire quelque chose, et je pense qu'il va arrêter tout ça net. Très bien. Qui est le plus grand ennemi d'Israël dans la région? Beat Show. Israël est... Enfin, vous savez, c'est à la fois drôle, mais c'est vrai. Israël est son pire ennemi. L'idée que les Turcs ou les Iraniens, ou même bon sang, les Saoudiens, soient là à comploter en se disant comment peut-on tuer des Juifs. C'est juste un cliché israélien qu'on propage. Ce sont les propres actions d'Israël qui ont complètement aliéné les autres peuples de la région. Vous savez, si votre critère est « D'accord, quelle est la définition d'un pays qui représente une menace? Est-ce qu'il lance des opérations militaires contre ses voisins sans avertissement? Est-ce qu'il tue régulièrement des civils? Rien que sur ces 2 points, c'est Israël. Il n'y a aucun autre pays dans la région qui fasse ces 2 choses. J'ai eu une conversation téléphonique hier soir avec un vieil ami juif. Et franchement, il se lamentait de la folie de Netanyahou et des sionistes. Et il dit, écoutez, il craint que cela ne provoque un retour de bâton anti-juif. Mais même parmi les juifs, beaucoup s'opposent à ce que font Bibi Netanyahou et le camp sioniste et en sont horrifiés. C'est pourquoi je pense qu'il est toujours important de souligner que ce contre quoi nous luttons, c'est le sionisme, pas le judaïsme. Parce que quand on regarde les voix juives les plus en vue qui se sont exprimées, je pense à Max Blumenthal, Aaron Maté, Jeffrey Sachs. Je ne sais pas si John Mearsheimer est juif ou non. Oui. Donc ici, sur tous les fronts, nous voyons des personnes intègres prendre la parole, et elles sont juives. C'est pour cela que nous devons vraiment faire très attention à ne pas attiser cette haine du judaïsme, au lieu de reconnaître que c'est ce sionisme pernicieux qui est le problème. En particulier, je connais Mike Huckabee. Il n'est pas juif, mais bon sang, c'est un sioniste fervent. He's not Jewish, but by God, he is an ardent Zionist. Christian nationalist, that's what he's interested in. Les nationalistes chrétiens, c'est ça qui l'intéresse. C'est une alliance de circonstances. Nous voulons Jésus, peu importe comment nous pouvons l'avoir. Je voudrais juste ajouter, Nima, que cette prise de conscience qui émerge chez les Américains, en particulier chez les moins de 50 ans, et plus encore chez les moins de 40 ans, concernant le danger d'être lié à Israël comme par un cordon ombilical, se heurte en ce moment à une forteresse de béton appelée le Congrès des États-Unis. Là-bas, il s'affaire sur les sections 219 et 224 du NDAA, ce qui rendra cet arrangement encore plus désavantageux pour nous et encore plus avantageux au final pour Israël. Nous avons donc ce que Larry a dit, et c'est un phénomène dangereux quand on y pense. He said, which is a dangerous phenomenon when you think about it. We have anti-Semitism waiting in the wings. Nous avons un antisémitisme qui attend son heure pour resurgir de manière importante, surtout à cause de Bibi Netanyahou et des actions d'Israël. Mais nous avons aussi ce mouvement absolument contre-intuitif du Parlement pour rendre la relation encore plus toxique, alors même que le pays s'en éloigne. Allez comprendre ça. Et voyez ce qui va se passer quand ces 2 forces finiront, et elles finiront,
par entrer en collision. Cela pourrait être vraiment catastrophique, toute forme de relation avec ce petit État de merde à l'extrémité orientale de la Méditerranée. And let me, highlight how Et permettez-moi de souligner qu'une transformation politique spectaculaire est en cours aux États-Unis. Avant de participer à votre émission ce matin, je parlais avec Mark McCloskey. McCloskey, si vous vous en souvenez, pendant les manifestations de Black Lives Matter, lui et sa femme ont été filmés devant leur maison à Saint-Louis. Ils étaient armés. Ils ont été inculpés pour avoir brandi des armes. C'est, ou c'était, un fervent soutien de Trump. En fait, en 2016, il dirigeait la campagne de Trump en Pennsylvanie. On parle de quelqu'un qui a été républicain toute sa vie et qui a été très actif au premier plan du soutien à Trump. in the forefront of supporting Trump. Man, the whole policy. Bon sang, toute cette politique qui consiste à faire passer Israël avant l'Amérique. Il a dit « Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation ». Mais il est complètement brouillé avec Trump. Or, si un type comme lui, qui vous savez, a littéralement sacrifié son temps, sa sueur, son sang et ses larmes pour aider Trump, si Trump l'a éloigné, regardez simplement ce qui se passe. C'est pour ça que je me demande si nous n'arrivons pas à un moment comparable à 1854. C'était en quelque sorte le tournant où le parti Whig, qui était le principal parti d'opposition aux démocrates, s'est disloqué sur la question de l'esclavage. Et c'est de là qu'est né le Parti républicain. And it was out of that the Republican Party was born. I wonder if over this issue of Israel, Je me demande si sur la question d'Israël, ce qui était autrefois un parti républicain uni est en train de se diviser. Et je pense que cela pourrait être de bon augure pour l'émergence d'un nouveau parti. Parce que quand les Whigs se sont divisés, les républicains anti-esclavagistes se sont rassemblés. Puis des démocrates anti-esclavagistes les ont rejoints. Cela a créé une sorte de nouvelle alliance, car le Parti démocrate de l'époque était très clairement pro-esclavagiste. Alors je me demande si nous allons passer d'un parti républicain aveuglément pro-Israël, pro-sioniste, à quelque chose de nouveau. Mais il est clairement en train de se diviser. Il va se scinder et, je pense, nuire gravement à la marque républicaine. J'ajouterais simplement ceci. Pour rendre la situation intérieure encore plus préoccupante, le Parti démocrate est lui aussi en train de se désagréger sur deux fronts. Ces primaires, partout dans le pays, montrent que ce n'est plus le Parti démocrate d'autrefois. Vous avez des gens comme Michelle et Barack Obama. Je les vois de plus en plus essayer de recoller les morceaux. James Carville, sur son lit de mort, essaye littéralement lui aussi de recoller les morceaux, tout en disant la vérité malgré tout. Et puis vous avez ces gens qui continuent de gagner, ceux que Trump qualifie de communistes. Moi, je ne les qualifierais pas de communistes, mais ce sont des démocrates d'un autre genre. Oui. Il a dit, Carl, je pense que si l'on considère le sionisme et la manière dont, je dirais, le sionisme s'est transformé depuis sa création, le sionisme que nous voyons aujourd'hui est d'une certaine façon totalement différent de ce qu'il était auparavant. Parce qu'il façonne déjà les choses quand il s'agit des partis politiques aux États-Unis. Vous savez, nous vivons quelque chose de nouveau. Parce que même Donald Trump, qui était entièrement tourné vers les États-Unis, et le slogan « Rendre à l'Amérique sa grandeur », aujourd'hui, quand il veut attaquer cette partie du Parti démocrate que vous venez de mentionner, qui, vous savez, apporte quelque chose de nouveau au système politique des États-Unis, quand il les attaque, tout tourne autour d'Israël. Ce n'est pas autre chose. Donald Trump, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Donald Trump, attaquant, je vais le dire, le nouveau venu dans le Michigan qui remporte la primaire. Et voici ce qu'il a dit. Les gens se sont encore trompés hier soir
lorsqu'il pensait que ce serait une victoire écrasante pour un homme qui déteste les Juifs et qui déteste Israël. Ce type déteste les Juifs. Quelqu'un a dit « Oh, c'est un peu fort ». Non, il déteste les Juifs et il déteste Israël. Abdul El-Sayed. Vous y croyez, vous? Ça ne pouvait arriver qu'à moi. Abdul El-Sayed, un charmant monsieur. C'est un homme de haine. Et maintenant, il se balade en disant « Non, j'aime tout le monde ». Il n'aime pas tout le monde. Mettez-le au pouvoir et vous allez découvrir ce qu'il aime. Il n'aime pas Israël, il n'aime pas les Juifs, il les déteste. Il les déteste avec une passion qui brûle dans son cœur et il ne peut absolument rien y faire. Mais il va perdre face à notre excellent candidat. Nous avons un excellent candidat dans le Michigan. Abdul, il raconte n'importe quoi. Ils veulent en faire un pays communiste. Nous ne les laisserons pas en faire un pays communiste, pas même une minute. C'est tellement grave, Carl, la manière dont Donald Trump s'en prend à lui. C'est tellement clivant. Ça me ramène à ce dont Larry venait de parler, à propos de 1854. Vous pourriez remplacer ça par l'esclavage, et vous auriez, en grande partie, le même débat. Mais il y a un enjeu plus important ici, pour moi en tout cas, en tant qu'ancien professeur qui enseignait toutes ces conneries, et je ne dis pas ça de manière méprisante, c'est juste pour leur donner un nom. C'est la transformation de Donald Trump. Vous savez, si vous pensez au Donald Trump du premier mandat, en 2016-2017, puis au Donald Trump en campagne pour un second mandat, à son investiture et à ce qui a suivi, vous avez vu un homme qui essayait de convaincre les Américains, ou au moins suffisamment d'entre eux pour être élus à nouveau, la première fois comme la seconde, en parlant de réduire les engagements de l'Amérique dans le monde, en condamnant les guerres menées sous Biden et Bush, George W. Bush. C'était un Trump qu'on pouvait identifier comme étant, plus ou moins sur ce point, un républicain typique. Dans la lignée de ceux qui ne voulaient pas entrer dans l'OTAN, qui se sont battus sans relâche contre Harry Truman et Dean Axon pour empêcher les États-Unis d'en devenir membres, et qui ont failli faire dérailler tout le processus. À tel point que je pense qu'à l'époque, ils ont vraiment donné des sueurs froides à Harry Truman et surtout à Acheson, ainsi qu'à Dwight Eisenhower et à d'autres. On retrouve encore ça au sein du Parti républicain. Et c'est vers ça que Trump semblait vouloir se diriger petit à petit pendant son premier mandat, puis quand il a fait campagne pour son second mandat, quand il y est entré et qu'il a prononcé ses discours autour de l'investiture. Regardez ce qui lui est arrivé. C'est maintenant un fils de pute belliciste. À cet égard, c'est un président horrible. Il parle d'utiliser les forces armées des États-Unis, ce sont ses propres mots, pour torturer des gens. Il n'a absolument aucun scrupule à attaquer des écoles, des hôpitaux, des installations d'approvisionnement en eau, des centrales électriques et d'autres choses encore. Transformation totale. Tout ça pour dire que Donald Trump est un caméléon de caractère. Il n'a aucune intégrité. Et c'est ça qui nous accable aujourd'hui. Il n'y a aucune intégrité dans cette administration, et certainement pas chez celui qui la dirige, Donald Trump. Et personne ne tire mieux parti de ce manque d'intégrité que Pete Hegseth. Comme Larry l'a laissé entendre, cela lui a apparemment causé quelques problèmes récemment, parce que jouer sur le caractère de Trump, c'est jouer avec le feu et le soufre. Et on ne peut pas être un flatteur servile et jouer très longtemps sur ce terrain-là. Je suis surpris qu'il ait tenu aussi longtemps. Mais pour résumer, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation réellement grave, comme en 1854, ainsi que Larry l'a dit. Et nous sommes dans cette situation principalement à cause de Donald Trump. Donc, si le Congrès a un tant soit peu de bon sens, s'il retrouve ses esprits, il le mettra en accusation et le destituera.
Larry, est-ce que vous pensez que ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis comme à l'extérieur pourrait imposer une forme de, vous savez, de limite à la manière dont les États-Unis soutiennent Israël? Parce que l'occupation israélienne, en quelque sorte, au Liban, et je dirais aussi à Gaza, ainsi que l'attaque contre l'Iran, s'ils décident d'attaquer de nouveau l'Iran, à mon avis, s'ils font quelque chose à Dahieh, à Beyrouth, l'Iran va réagir et nous retomberons dans la guerre. Et comment cela pourrait-il être évité, compte tenu des États-Unis et du levier dont ils disposent sur Israël? C'est un peu la situation dans laquelle vous vous retrouveriez si, vous savez, vous êtes à l'université, vos parents vous donnent une carte de crédit et vous disent « Hey, dépense ce que tu veux ». Et voilà que vous vous achetez une Lamborghini et que vous allez dans les bars tous les soirs. Vous dépensez l'argent comme un marin ivre. Puis vos parents vous envoient un mot et vous disent « Hey, on est en faillite, il faut qu'on récupère la carte de crédit ». C'est la situation dans laquelle Israël se trouve aujourd'hui avec les États-Unis. Par le passé, ils pensaient avoir en gros le chéquier illimité de l'oncle Sam. Et vous savez qu'on les soutiendrait quoi qu'il arrive. Eh bien, maintenant, on ne peut même pas les soutenir avec des systèmes de défense aérienne, sans compter que ces systèmes sont minables et ne fonctionnent pas. Mais vous savez, au moins, on pourrait en donner l'illusion. Et comme l'a souligné le colonel Wilkerson au sujet du chef du EUCOM, le commandant américain pour l'Europe, quand il a, vous savez, dit « On arrête ». J'imagine qu'il a autorité sur la 6e flotte, non? Et il a dit « vous ne pouvez pas utiliser mes destroyers. On n'en a pas assez pour protéger les gens que je suis censé protéger. Et il est hors de question qu'on les utilise au bénéfice d'Israël. » C'était le message. Et donc, les États-Unis se sont affaiblis militairement, se sont affaiblis économiquement. Je veux dire, je ne saurais trop insister là-dessus. Ça ne reçoit pas l'attention que ça mérite. Mais depuis que Donald Trump est entré en fonction, il y a 18 mois, il a ajouté 3 000 milliards de dollars à la dette nationale. Nous sommes passés de 37 000 milliards à presque 40 000 milliards. C'est incroyable. Et pourtant, personne, tout le monde dit « Oh, c'est pas grave ». Non, vous pouvez continuer à dépenser avec ces cartes de crédit, mais à un moment donné, il faut rembourser. Et quand vous ne pouvez plus rembourser, c'est là que les problèmes commencent. Et tout cela est géré, au fait, Nima, par un type qui n'est même pas capable d'expliquer de manière cohérente ce qu'est un déficit commercial. Scott Bessent. Oui. Colonel, quel conseil donneriez-vous à Donald Trump si vous deviez lui parler directement? J'imagine que vous aborderiez l'aspect militaire ainsi que la question économique. Mais au fond, vous devez surtout vous concentrer sur la complexité de la région et sur la manière dont cette guerre a changé le visage de l'Asie occidentale, à mon avis. Et en quoi cela pourrait-il être utile à Donald Trump et à la vision qu'il a de la région? Eh bien, il n'écouterait jamais. En tout cas, je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Je ne m'y attendrai pas. Mais si j'étais le président des chefs d'état-major ou le secrétaire à la défense, et cela répond encore davantage à votre question, parce que c'est cette personne qui devrait le faire, je lui dirais qu'il a plusieurs choix. Premièrement, continuer sur la voie où il est engagé et se détruire lui-même, détruire une partie du pays et certainement une partie de l'armée. Deuxièmement, et je le lui déconseillerais bien sûr, parvenir à une sorte de modus vivendi avec son principal ennemi, l'Iran, et le faire passer pour une victoire par tous les moyens possibles, y compris avec sa bouche de menteur. Voir s'il pouvait faire fonctionner ça et dire à Bibi Netanyahou ce qu'il faisait et si cela le ferait taire, le ferait complètement taire en ce qui concerne cette relation.
in terms of the relationship. Three, I would say the best thing you can do, though. Troisièmement, je dirais que la meilleure chose que vous puissiez faire, vraiment la meilleure, c'est d'annoncer tout cela publiquement, de faire en sorte qu'on voit que vous avez réellement une politique et une stratégie pour la mettre en œuvre, et de montrer que vous maîtrisez l'une comme l'autre. Cela signifie que vous devez démontrer au peuple américain, au monde, et surtout aux Israéliens, que vous ne serez plus à leurs bottes. Et cela signifie leur serrer la vis très sévèrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne les soutiendrez plus du tout dans leurs efforts pour poursuivre leurs opérations au Liban, à Gaza, en Cisjordanie, ou pour regarder avec convoitise la Syrie, la Jordanie, et ainsi de suite. Vous leur serriez la vis. Comme H.W. Bush l'a fait, quand il a eu la marge de manœuvre nécessaire après la première guerre du Golfe. À ce moment-là, il avait vraiment beaucoup de capital politique. C'est pour ça qu'il l'a fait. C'est pour ça qu'il leur est tombé dessus très durement. Il leur a tapé dessus plus durement que n'importe quel président depuis Eisenhower. Et c'est ça qui lui a coûté sa réélection. Mais Trump ne fera rien de tout ça. Rien de tout ça. Parce qu'il n'a ni le caractère, ni les capacités, ni les facultés intellectuelles. Et il n'est pas disposé à faire quoi que ce soit qui puisse avoir un effet positif à long terme. En revanche, il est prêt à faire tout ce qui, selon lui, peut lui attirer une audience pendant 5 minutes. Il suffit de regarder ses publications. Larry, j'imagine que, depuis Reagan jusqu'à aujourd'hui, avec Donald Trump, vous constatez une sorte de recul dans les moyens de pression ou dans la volonté des États-Unis de faire pression sur Israël. On ne le voit pas. Même avec l'administration Biden, on a vu ce qui se passait à Gaza. L'administration Biden a totalement soutenu la destruction totale de Gaza. Ils ont envoyé beaucoup de bombes, absolument tout. Même Anthony Blinken s'y est rendu. Les Israéliens ont dit, enfin ce n'est pas lui qui l'a dit, le secrétaire d'État a dit « Je suis juif ici, et cela signifie que j'ai un autre lien avec vous. » Cela n'implique pas nécessairement les États-Unis. Et avec l'administration Trump, ça empire. Trump donne tout à Benjamin Netanyahu. Il sacrifie tout simplement. L'une des choses par lesquelles nous avons commencé cette discussion aujourd'hui, c'était ce nouveau pacte entre ces 3 pays importants d'Asie occidentale, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. C'est le résultat de ce qui s'est passé. Sur le papier, ça peut sembler être une petite chose. Mais cela signifie qu'ils ont des préoccupations légitimes concernant la présence des États-Unis dans cette région. Comment cela va-t-il se traduire dans l'esprit des décideurs à Washington lorsqu'ils voient que l'influence israélienne sur l'establishment grandit, d'une certaine manière, et qu'ils ne font rien à ce sujet? Mais vous pensez que l'influence d'Israël sur l'establishment de Washington grandit? Oui, je dirais que non. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense qu'ils ont atteint leur point culminant. Ils sont désormais arrivés à un stade où l'aliénation et la fracture dont je parlais plus tôt au sein du Parti républicain commencent à se manifester. Et ce n'est pas seulement au sein du Parti républicain, parce que c'est aussi le cas au sein du Parti démocrate, comme l'a justement souligné le colonel Wilkerson. Trump a beaucoup de moyens de pression sur Israël. Il a simplement choisi de ne pas les utiliser. Et c'est là la question cruciale. Alors, viendra-t-il un moment où il pourrait potentiellement lâcher Israël? Oui, Trump n'est pas un homme de principe. Même s'il agit et pense aujourd'hui comme un sioniste convaincu, s'il doit choisir entre sa propre survie et celle d'Israël, il les abandonnera sans hésiter. Et il y a aussi le fait que les États-Unis n'ont pas grand-chose à offrir. Nous ne pouvons pas fournir à Israël de systèmes de défense aérienne. Rappelez-vous, ou peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Et peut-être que la plupart des gens qui regardent ou écoutent n'ont pas eu cette information.
Mais pendant la guerre qui a commencé le 28 février et qui a duré jusqu'environ au 5 avril, au 15 avril, les 2 tiers des systèmes de défense aérienne employés étaient des systèmes américains. Pas la Fronde de David, pas le Dôme de fer, mais les PAC-3, les Patriot et les THAAD. Et ils n'ont pas été très efficaces. Et maintenant, nous n'avons plus rien à leur donner. Israël doit vraiment avancer avec prudence. Parce que si les choses dégénèrent à nouveau et que l'Iran recommence à leur envoyer des missiles, ils ne pourront pas les arrêter. C'est pour ça que je dis que nous sommes à un moment où je pense Israël est enfin allé trop loin. Cela ne veut pas dire que oui, ils exercent encore un contrôle sur un certain nombre de législateurs. Mais, comme on l'a vu lors de ces élections au Congrès, des primaires à New York, au moins 3 démocrates sionistes convaincus ont été battus et remplacés par des personnes antisionistes. Donc, comme je l'ai dit, le vent commence à tourner pour Israël et leur influence recule. Elle n'augmente pas. Carl, qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec Larry. Je pense qu'il reste beaucoup de dangers. Hier, j'ai écouté 2 interviews de Fetterman, de Pennsylvanie. Ce n'était pas aussi incohérent de la part du sénateur que l'interview de Ted Cruz par Tucker Carlson, mais au fond, c'était la même chose. Israël d'abord, Israël ensuite, Israël en troisième. Je ne pourrais absolument pas abandonner Israël. Et on est obligé de se poser des questions sur des gens comme ça. Ont-ils déjà lu un livre d'histoire? Ont-ils déjà étudié leur propre histoire, notamment les remarques de Washington, très pertinentes, très réfléchies, sur le fait de mettre tous ses œufs dans le panier d'un autre pays? Il parlait de Citizen Genet et de la France napoléonienne et tout ça, ainsi que de la guerre entre la France et la Grande-Bretagne. C'est minuscule par rapport au genre de... Je ne retire rien à Washington, mais c'est minuscule comparé à la manière dont nous sommes mariés à Israël aujourd'hui, surtout au sein du pouvoir législatif et dans d'autres endroits qui comptent. Je pense que Larry a raison. Je pense que ça se désagrège. Et auprès du peuple américain, je pense que si quelqu'un exploitait simplement ça, je ne dirais pas exploitait, mais je dirais exploitait de façon appropriée et politique, alors nous pourrions en tirer parti. Nous pourrions nous dissocier de cet État monstrueusement dangereux, à l'extrémité orientale de la Méditerranée, qui possède toujours des armes nucléaires et qui m'inquiète à cet égard. Surtout si Bibi est encore aux commandes, quand le moment existentiel se présentera vraiment, pour lui personnellement comme pour Israël en tant qu'État. Il faut que cela arrive, et il faut que cela arrive plus tôt que plus tard. Je sais que ça avance lentement, c'est ainsi que fonctionne notre système, mais il faut que ça aille plus vite, et il faut surtout que ça se produise chez les personnes influentes au Congrès, particulièrement au Sénat. Le nouveau reportage d'El Mundo indique que les services de renseignement chinois sont arrivés à la conclusion, d'une manière ou d'une autre, qu'Israël, le Mossad, était derrière ce qui se passait avec l'Espagne. Vraiment? Je suis choqué. D'accord, désolé. Bon sang, ces analystes du renseignement chinois, ils sont vraiment dingues. Ils ont raté ce conseiller de la CIA qui était là, lui aussi, Eckworth. Merci, capitaine Évidence. Désolé de vous interrompre. Je dois poser une question à Larry. Avez-vous déjà lu le livre de Philip Knightley sur les services de renseignement, le 2e plus vieux métier du monde? Non, je ne l'ai pas fait. Tu devrais. Moi non plus, je l'avais pas lu. J'ai juste commencé à le lire sur les conseils d'un ami. Bon sang. Oh là là. La CIA, le CIS, le SOE, tous. Je veux dire, ça les démonte complètement.
Oh, oui. La seule chose qu'ils savent vraiment bien faire, c'est la propagande et leur propre promotion pour obtenir de l'argent, des budgets plus importants. Oui, c'est là qu'Hollywood joue un rôle central. Faire passer la CIA pour compétente. Oui, Yeah. Sorry, we diverted from your question. Désolé, on s'est écarté de votre question. Enfin, regardez, c'était clairement une opération de renseignement. Bon Dieu. Et en plus, une opération maladroite. Ils n'ont même pas fait semblant d'essayer de faire passer ça pour un véritable mouvement populaire spontané. La plupart des gens qui traversaient à Ceuta n'avaient que des maillots de bain. Ils n'étaient même pas habillés comme s'ils comptaient rester un moment. On leur avait promis de les payer. Ils ont reçu de l'argent pour faire ça. Et puis, allez, on va faire la fête. mauvaise méthode. Oui, Merci. Merci infiniment, Carl et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. bon, j'essaie toujours de m'attarder jusqu'à ce qu'on en ait assez de moi. Mais visiblement, je n'y arrive pas. Très bien, les gars. C'est toujours un plaisir d'être avec un bon colonel. À plus tard. Moi aussi, d'accord. À plus tard, à bientôt. Au revoir. Bye.